Et pour ce nouvel entretien, nous recevons notre journaliste Julie Solveig. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre. Alors vous venez nous parler aujourd'hui de l'association Fier and Queer. Pour rappel, le 6 juin dernier, au lendemain seulement de l'autopsie qui a confirmé la mort de la petite Liana, a eu un événement qui a profondément choqué de nombreux Français. Lors de la marche des fiertés de Saint-Quentin, dans l'Aisne, des drag queens de l'association Fier and Queer ont en effet trouvé bon ton de réaliser un spectacle aux abords de la basilique de la ville, devant de nombreux jeunes enfants. On a ainsi pu voir se dandiner des hommes grimés en femmes, soutien-gorge et string en latex par-dessus des tenues de dentelle, mais surtout, une chanson a particulièrement suscité l'indignation. Alors je vous laisse expliquer en détail cette affaire, Julie Solveig. Vous indiquez les nouveaux éléments que vous avez dégoté au cours de votre enquête concernant cette association. Ah oui, c'est un événement dont nous avons déjà parlé ici à l'antenne, notamment au micro de Pierre-Alexandre Bouclet dans l'émission Restons Courtois. Comme vous le disiez, le 6 juin dernier, l'association Fier and Queer a provoqué l'indignation en envoyant des drag queens réaliser un show juste devant la basilique de Saint-Quentin. Entre divers gestes obscènes, où l'on a notamment vu une drag queen mimer un geste de masturbation et sortir une cravache, des paroles d'une chanson qui évoque la pédophilie ont été entendues. On a en effet pu entendre les paroles suivantes: j'aime en secret tripoter mon fils. Oui, c'est. Alors, il est important de souligner qu'il s'agit là d'une chanson du groupe Sexy Sushi qui s'appelle J'aime la France, une chanson qui attaque de manière très frontale les catholiques et, disons-le franchement, les hommes cis blancs hétéros. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit là évidemment d'une provocation plus que limite de l'association qui joue là sur une ambiguïté profonde en s'attribuant via les gestes obscènes dont je vous parlais à l'instant les propos de cette chanson devant des enfants. Pourtant, face au tollé, l'association et ses partisans se sont défendus en disant qu'il n'y avait pas d'enfants lors de ce happening, comme Alors, vous l'écrivez de manière très anglaise. Pardon. C'est Richard de Sèze qui va être content. Alors oui, et c'est justement une des premières choses à rectifier concernant cette affaire. Il y avait bien de nombreux enfants lors de cette action de Fier and Queer où on pouvait par ailleurs, je le souligne, voir les fesses d'une drag queen habillée court. Dans les colonnes du Figaro, on apprend grâce à un paroissien, Florent Delaporte, qui a par ailleurs qui avait lancé une pétition réclamant le déplacement de la manifestation, que le parterre était rempli d'enfants. Je vous lis son témoignage. Ce jour-là, je suis allée prier avec des amis et je peux vous dire qu'à l'intérieur de la basilique, c'était un enfer. On entendait la musique, les cris, mais on ne s'attendait vraiment pas à de telles paroles alors qu'il y avait plein d'enfants autour. Fin de citation. Cette information a été corroborée par le député du groupe Rassemblement National, Eddie Casterman, qui a saisi le procureur après le spectacle de drague et que nous avons contacté. Alors on a assisté devant la basilique de Saint-Quentin, provocation supplémentaire, à un spectacle, si on peut appeler ça comme ça, de drag queen qui était à mes yeux obscène et inapproprié à l'espace public, notamment au regard du public qui était présent, puisqu'il y avait un parterre d'enfants devant ce spectacle où on voyait un drag queen en tenue épouvantable proférer des paroles d'une chanson en disant j'aime en secret tripoter mon fils. Donc peu importe si on prend ces paroles au premier ou au second degré, moi j'y vois en tout cas au regard du public présent une forme de corruption de mineurs sur le fond, et puis en plus de ça, sur la forme, les paroles dégoûtantes étaient associées à des gestes obscènes sur scène. Par ailleurs, le député a également confié posséder des photos qui prouvent la présence d'enfants à ce moment-là. Ceux qui disent le contraire mentent donc de toute évidence. Ça change quand même la donne parce que Oui. les auditeurs n'ont pas l'image, mais le spectacle était franchement pas un spectacle pour enfants. Oui, ça on peut le dire. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça que Eddie Casterman a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40. Alors pour nos éditeurs, l'article 40 dit que quand une personne publique ou politique constate un délit, elle se doit de le signaler au procureur de la République. J'ai décidé donc de saisir le procureur de la République pour que, en effet, la lumière soit faite sur ces éléments, d'autant plus que allié dans ce contexte du spectacle, allié à ces gestes, à ces paroles, on a aussi assisté à des provocations à la haine à l'égard de personnalités politiques. Je pense à Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qui ont vu leur effigie être déchirée, être écrasés sur des affiches, sur des stickers, sur des bulletins de vote mimés. Et donc, pour tous ces éléments, c'est pour ça que j'ai saisi le procureur de la République pour que ce genre de propos, d'incitation à la pédophilie, si on prend la phrase qui a été prononcée dans son sens strict, à tout le moins de corruption de mineurs
au regard de la situation et d'incitation aussi à la violence et à la haine à l'égard de personnalités politiques, soit sanctionné. Pour l'heure, le procureur n'a pas encore fait de retour à Eddie Casterman, mais cet article 40 pourrait aboutir à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Il est en revanche une structure qui a répondu aux critiques. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'association Fear and Queer elle-même. Alors, qu'a-t-elle dit ? Alors, sur son site, l'association a diffusé plusieurs communiqués à l'endroit de ses détracteurs. Tantôt, l'association se compare tout simplement à Michel-Ange. Ah oui. Voilà comment elle se défend. Nous ne savons pas s'il faut rire ou pleurer du fait que ces personnes ne connaissent sans doute pas la chapelle Sixtine en plein cœur du Vatican, chapelle comportant les fresques de Michel-Ange composées d'une multitude de personnages dont Dieu, pour certains totalement nus, fesses et organes génitaux à l'air. Peut-être faudrait-il penser à lancer une pétition pour éloigner du Vatican les fresques de Michel-Ange. Dans une autre publication, l'association explique qu'il s'agissait là d'une caricature, d'une satire visant à dénoncer certains comportements conservateurs, égoïstes, réactionnaires, homophobes et hypocrites, des comportements horribles qui se cachent derrière la morale chrétienne et qui la salissent, écrivent-ils, ajoutant que c'était une manière, au fond, de dénoncer la pédophilie, et ce n'est même pas une blague. Alors peut-on rire, faire de la satire sur le sujet de la pédophilie ? À cette question, le député Eddie Casterman répond sans embâge. En fait, moi je vous dis quelque chose, que ce soit au premier ou au second degré, il n'en reste pas moins que les paroles qui ont été prononcées sont dégoûtantes, heurtantes, notamment aussi quand elles sont alliées à des gestes obscènes et devant un public d'enfants et devant une basilique. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, ce genre de sujet, notamment dans le contexte actuel, où on a eu l'affaire Liana, où on a 70 000 plaintes en attente de traitement sur des violences sexuelles sur enfants, sur mineurs, quand on a le scandale du périscolaire, le scandale de l'ASE, en fait, ce sujet de la pédophilie ne mérite aucune ambiguïté et je pense aussi aucune ironie. Donc en réalité, se cacher derrière la production artistique et l'ironie pour pouvoir dire ce genre d'obscénité, moi je ne l'accepte pas. Donc c'est pour ça que je considère que ce genre de propos n'a pas sa place sur la place publique, et d'autant plus quand cette ironie est en effet une ironie relative, puisqu'il y a bien une attaque, et c'est la volonté d'ailleurs politique de cette association, d'attaquer une partie de la population, puisque en l'occurrence, cette chanson accuse les pères de famille bien sous tout rapport, cathos, français, patriotes, voilà, d'être en réalité des pédophiles cachés qui aiment en secret tripoter leur fils. Et donc ça, moi, je ne l'accepte pas non plus. Et c'est ce qui m'a heurté aussi en tant que père de famille. Et c'est d'ailleurs pour ça que justement j'ai fait aussi cet article 40, puisque je l'ai fait à la fois en tant que député, mais aussi en tant que père de famille, puisque je n'ai pas envie que mes enfants assistent à ce genre de spectacle sur la voie publique. Alors, peut-on parler alors de corruption de mineurs comme le suggère le député ? Ce sera au procureur de la République de trancher. Mais tout de même, cette saisie du procureur, additionnée à la révélation de ces images donc obscènes, aura eu déjà le mérite de soulever le couvercle et d'en découvrir davantage sur cette association jusqu'ici passée un peu sous les radars. Et vous me disiez en effet en off que le véritable scandale était à trouver du côté des soutiens de cette association. Alors oui, pour entrer dans le dur du sujet, et que j'avoue qu'à titre très personnel, cela m'a profondément étonné, cette association bénéficie d'une complaisance et d'une largesse franchement étonnante de la part, de l'État. Comment ça ? Alors, excusez-moi, oui. Je me suis perdue dans mes notes. Alors, la première chose, c'est que, l'association défiscalise. J'ai pu découvrir cela dans le cadre de la grosse enquête menée par Radio Courtoisie sur la défiscalisation des associations d'extrême gauche. En clair, faire un don à Fear and Queer permet une réduction d'impôts et donc un manque à gagner pour l'État. Cela a été confirmé par l'association Fear and Queer que nous avons contactée. Voici sa réponse, je vous la lis pour que vous compreniez son importance. À ce jour, nous n'avons pas de document de rescrit fiscal à vous adresser. En effet, dans le cadre d'une demande de rescrit fiscalité, l'administration fiscale dispose d'un délai de réponse de 3 mois à compter de la réception d'un dossier complet. Passé ce délai et en l'absence de réponse de l'administration, l'association
peut émettre des reçus fiscaux sous réserve du respect des conditions prévues par la réglementation applicable. Il ne s'agit donc pas d'une attestation systématiquement délivrée par l'administration fiscale. En l'absence de réponse formelle de sa part dans le délai imparti, l'association peut délivrer un reçu fiscal au donateur, mais elle ne dispose pas pour autant d'un document administratif spécifique à transmettre. En clair, l'association a fait une demande de rescrit fiscal et l'administration n'a pas répondu à cette demande, ce qui implique une acceptation tacite. C'est ce que nous explique l'avocat Pierre Gentillet, que nous avons contacté pour nous expliquer cela. Et l'explication qui est fournie par cette association, c'est qu'elle n'a pas eu de réponse de l'administration fiscale, et à défaut de réponse de l'administration fiscale, puisqu'elle a sollicité un rescrit, c'est-à-dire une demande officielle à l'administration pour émettre des reçus fiscaux, il est vrai que si l'administration ne répond pas dans les délais, alors l'absence de réponse vaut un accord tacite. Donc ce qui est dit est tout à fait juste. Et c'est là où la faute, selon moi, est évidemment du côté de l'administration fiscale. Puisque pour une association comme celle-ci, on ne peut que se poser des questions sur sa capacité à émettre des reçus fiscaux. Encore une fois, chaque association suppose de faire une analyse juridique au cas par cas. Mais il y a quand même des éléments au premier abord qu'on peut identifier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que l'administration fiscale considère comme une association d'intérêt général, il ne faut pas le lire trop vite, puisque une association d'intérêt général, c'est d'intérêt général au sens où le définit l'administration fiscale. Et l'intérêt général, je le rappelle, vous pouvez lire ça à l'article 200 du Code général des impôts, ce sont des associations à caractère culturel, scientifique, sportif, éducatif, environnemental. Vous avez une dizaine de critères. Et au cas particulier, le fait ici de promouvoir les droits des minorités sexuelles ou que sais-je, ça ne me paraît pas de prime abord entrer dans la catégorie de l'intérêt général au sens où le définit l'administration fiscale, vous voyez. Donc déjà, il y a des gros doutes de prime abord. Donc c'est très étonnant que l'administration n'ait pas répondu. Moi, je vais vous donner mon exemple de ma pratique, puisque ma pratique, c'est le droit des associations, et notamment cette question de l'éligibilité des reçus fiscaux. Quand il arrive que des clients, c'est rare, mais sollicitent un rescrit fiscal, ce que je déconseille, puisque l'administration a une position restrictive, je n'ai jamais vu, moi, de toute ma pratique, l'administration ne pas répondre à une demande. Donc, premier point. Puisque c'est ce que je vous dis, ça vaut un accord tacite. Donc, premier point, soutien de l'État via la défiscalisation étonnante de l'association. D'accord. Et ensuite, le deuxième point. Deuxième point, l'association bénéficie du soutien de la maire LR de Saint-Quentin, qui octroie depuis 3 ans à Fear and Queer le lieu où a eu lieu le happening qui a tant scandalisé. Dans les colonnes du Figaro, voici ce qu'explique l'association, je cite. « Ce lieu nous est octroyé par la mairie, un square sympa qui jouxte la basilique un peu clos où nous avons installé notre drag show. » Des propos confirmés par la maire LR auprès du Quotidien qui dit « La liberté de manifester est un droit constitutionnel. Cette chanson, celle dont nous parlions au début, n'est clairement pas de bon goût, mais c'est une dénonciation et non une apologie. C'est absolument déplorable d'utiliser cela pour créer des polémiques de toutes pièces plutôt que de chercher à préserver les droits des enfants, des femmes et des homosexuels. » On croit rêver. Et c'est pas tout, attendez. Troisième soutien, l'association est subventionnée par la CPAM de l'Aisne, la Caisse primaire d'assurance maladie. Grâce à ce soutien, l'association a par exemple pu, je cite, avoir le plaisir de proposer 10 ateliers gratuits de sensibilisation EVARS, donc dans les écoles, autour d'un jeu qu'elle a créé pour éduquer les enfants. Et EVARS, c'est éducation à la vie affective et aux relations sexuelles. C'est ça, exactement. Affective, relationnelle et à la sexualité. Mais surtout, et c'est peut-être ça le plus étonnant, l'association dispose depuis 2025 d'un agrément éducation nationale pour le second degré. Cet agrément, agréé par l'Académie d'Amiens, permet officiellement à Fear and Queer de proposer des ateliers aux collégiens et aux lycéens pour, je cite donc officiellement, transmettre des connaissances sur la sexualité et la santé, favoriser des choix éclairés et responsables et lutter contre les discriminations. Mais dans les faits, il suffit de faire un tour sur le site de Fear and Queer, dont les étendards sont
on l'a vu notamment des drag queens, donc des hommes déguisés en femmes, rappelons-le, pour comprendre toute la propagande et le parti pris idéologique dont fait preuve cette association. Est-ce que vous avez quelques exemples? Alors on pourrait faire une liste à la Prévert de tout ce qu'on trouve sur le site de Fier & Queer, des expositions tournées vers la mise en avant du sexe, promotion d'événements de drag queen, présentation du livre de David Walliams Le jour où je me suis déguisée en fille avec un héros de 12 ans, promotion d'un film sur une ado lesbienne et musulmane qui s'interroge sur son identité, etc. etc., etc. Mais un des éléments qui m'a le plus interpellé sur leur site est glissé, se cache, dans un de leurs articles annonçant leur prochain Café Philo-Queer. Je vous lis la note. La visibilité LGBTQIA+, est souvent présentée comme une conquête, mais peut-elle aussi devenir une nouvelle norme, une nouvelle assignation ? En clair, cette association qui participe à la formation de nos enfants aspire ni plus ni moins à faire du LGBTQIA+, la norme de notre société hétéronormée. On peut donc s'étonner, à l'instar du député Eddie Casterman, d'un tel soutien massif et complaisant de nos institutions. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un soutien à plusieurs niveaux et à plusieurs égards. En effet, comme vous dites, il y a un soutien de l'État qui est financé indirectement, en effet, par les reçus fiscaux et la déduction fiscale qui peut être accordée, mais qui est un soutien financier aussi positif, puisque au titre de plusieurs programmes et de plusieurs possibilités de financement, cette association est financée par les deniers publics. Comme vous l'avez dit, la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, au titre du programme EVA, donc le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle, qui est distillé dans nos écoles, qui est en fait un programme qui vise à répandre la théorie du genre et d'autres délires woke dans nos écoles. En fait, au titre de ce programme, la Caisse primaire d'assurance maladie finance cette association pour qu'elle intervienne justement dans les collèges et les lycées, en tout cas du département de l'Aisne. Cette association est aussi financée par d'autres leviers nationaux, comme le Fonds de développement à la vie associative. Voilà, il y a plusieurs leviers qui font que cette association est financée positivement par l'argent du contribuable, c'est-à-dire votre argent à vous, le mien et ceux de tous les contributeurs français. Et puis après, il y a un soutien aussi politique de principe par le ministère, par d'autres organisations politiques. Il y a des collectivités aussi qui soutiennent logistiquement, financièrement. C'est le cas de la mairie de Saint-Quentin, et c'est Claire Géronimi, qui est élue à la mairie de Saint-Quentin, qui a interrogé Madame le maire de Saint-Quentin pour avoir toute la lumière sur ce sujet et aucune réponse n'a été pour l'instant apportée. Voilà, et ce soutien politique, il doit cesser. En tout cas, nous, c'est ce qu'on veut arrêter, et c'est ainsi aussi que j'ai interpellé le ministre de l'Éducation nationale au travers d'un courrier pour que justement l'agrément accordé à cette association soit retiré pour que cette association ne puisse plus intervenir, notamment au regard des propos qui ont été tenus, des gestes qui ont été tenus lors de ce spectacle de drag queen à Saint-Quentin, que cette association n'intervienne plus auprès de nos enfants, auprès de nos collégiens, de nos lycéens, qui n'ont pas assisté à ce genre de dérive obscène. Alors par rapport à ce qu'on vient d'entendre, on peut en effet poser la question très concrète de la conséquence de ces ateliers, donc sur le psychisme et la construction de nos adolescents. Eh bien, figurez-vous, Alexandre, que je me suis posé exactement la même question. Alors, j'ai contacté Séverine Dumini, coordinatrice nationale de l'association des parents vigilants et professeure de mathématiques dans un lycée. Pourquoi l'avoir contactée ? Car voilà près de 2 ans que l'association Parents Vigilants interpelle le ministère de l'Éducation nationale et alerte sur l'association Fier & Queer et les dangers que cette association pourrait représenter pour nos jeunes en raison des ateliers qu'elle mène sur des sujets très intimes. Je vous laisse l'écouter. Quand vous avez dans une école des propos qui sont tenus dans un cadre officiel, dans un cadre scolaire, qui rentrent dans une obligation maintenant depuis la rentrée 2025 d'un enseignement obligatoire, ça a donc forcément un impact sur les jeunes, d'autant plus que ces enseignements sont dispensés alors avec des programmes qui évoluent en fonction de l'âge, mais qui sont dispensés désormais dès la maternelle. Donc, au fur et à mesure des années, à force
d'entendre certains discours, on peut évidemment penser qu'il peut y avoir des conséquences sur leur perception de l'intimité et qu'en plus, eh bien, les parents n'ont pas leur mot à dire puisque dans la grande majorité des cas, les parents ne sont pas informés de la tenue de ces séances, ne savent pas quand elles ont lieu, ne savent pas qui vont assurer les séances. Donc tout ça se fait dans le dos des parents. Alors pour rebondir sur ce que l'on vient d'entendre, il faut rappeler que Fear and Queer n'a pas le droit, pour l'heure, d'intervenir dans les écoles ou dans le primaire. Cependant, nous révèle Séverine Dumini, l'association en a fait la demande, ce qui, selon la coordinatrice nationale de parents vigilants, montre bien le dessein politique de Fear and Queer. Mais il faut voir en plus que sur l'agrément qu'ils mettent en avant, c'est une réponse donc, par le rectorat suite à un courrier donc de l'association qui demandait à intervenir même dans les écoles primaires. Et là, le rectorat a répondu que non, il n'avait pas l'agrément pour intervenir dans les écoles primaires, mais seulement dans les collèges et les lycées. Donc on voit bien l'intention, la volonté de ce type d'association d'intervenir au plus tôt sur les enfants avec un âge le plus jeune possible, pour justement faire passer leurs idées très tôt, puisqu'on sait que les enfants sont malléables, n'ont pas encore un esprit critique, et donc ainsi pouvoir diffuser leur vision de la société plus facilement. Alors effectivement, c'est particulièrement inquiétant, reconnaissons-le, il faudra suivre ça de près. Oui, d'autant plus qu'il faut tout de même rappeler 2 éléments importants. Comme le soulignait très justement Jean-Hugues Gana dans une vidéo à ce sujet, les associations LGBT ont une certaine propension à attirer des pédophiles. Attention, à aucun moment nous ne disons que ces associations sont remplies de pédophiles, simplement, à l'instar du périscolaire parisien, elles en attirent plus que la moyenne puisqu'elles sont davantage au contact d'enfants. Le cas le plus emblématique de ces dernières années est celui de Pierre-Alain Cotineau. Vous le savez, ce militant LFI, assistant maternel et militant LGBT qui a été mis en examen pour viol sur mineur et torture pédocriminelle infligée à des enfants de moins de 6 ans, parmi lesquels une fillette handicapée de 4 ans. Eh bien, Pierre-Alain Cotineau n'était ni plus ni moins que le président de l'ESSAC durant plusieurs années, l'association LGBTQIA+, du pays d'Ancenis en Loire-Atlantique. C'est tout simplement ignoble. Et donc vous parlez d'un deuxième élément ? Oui, le deuxième élément que j'ai déjà évoqué avec vous par le passé dans mes enquêtes sur le périscolaire et qui justifie selon moi qu'il faut redoubler de vigilance avec ces associations-là, qui comportent notamment des dragues, donc des hommes déguisés en femmes, tels que Fear and Queer, et qui interviennent auprès des jeunes, c'est tout simplement que les auteurs masculins dominent dans les cas de violence sur mineurs. Pour ne citer qu'une étude, en France, le Haut Conseil à l'égalité résume ainsi dans son rapport qui s'appelle « Mettre fin au déni à l'impunité face aux viols et aux agressions sexuelles », le chiffre judiciaire récent, 97% des mises en cause dans les affaires de violences sexuelles faites aux enfants sont des hommes. Reste désormais à savoir ce que décideront le procureur de la République et le ministère de l'Éducation nationale après les multiples alertes et saisies qui leur ont été adressées. Pour l'heure, aucun des intervenants que nous avons contactés n'ont eu de réponse de leur part. Eh bien, merci beaucoup pour cette enquête qui pose bien des questions et desquelles on attend bien des réponses aussi, Julie Solveig. Et on vous dit bien sûr à bientôt pour suivre un petit peu l'actualité de tout ça. À bientôt.